Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marilène Moriello, productrice martiniquaise d'adoption, arrivée en Martinique depuis plus de 38 ans et qui ne l'a plus jamais quittée. Bonjour Marilène. Bonjour Karina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi aussi. Alors, vous avez participé à promouvoir la musique antillaise avec des groupes mythiques qui ont marqué le paysage musical. Et vous avez fait ça avec votre âme sœur Jean-Michel que vous avez rencontré à l'âge de 21 ans. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter, Marilène? Oui, bien sûr. Alors, j'ai rencontré Jean-Michel, je suis native de Poitiers, donc j'ai rencontré Jean-Michel qui était musicien, puisqu'il est musicien depuis l'âge de 14-15 ans, batteur. Et je l'ai rencontré dans un piano-bar, il était musicien de jazz. Et donc, voilà, ça a été une nuit de conversation et on s'entendait très très bien. Bon, il y avait un seul petit bémol, c'est qu'il était marié et donc j'ai arrêté la relation quelques jours après. Et donc, il m'a annoncé 15 jours après qu'il avait pris la décision de divorcer, sans me connaître plus que ça, quoi. Et donc, il m'a dit, je vais vendre mes magasins de prêt-à-porter, puisqu'il était dans le prêt-à-porter à cette époque, et je vais retourner en Martinique. Donc, c'est vrai que c'est difficile à prendre la décision de partir avec quasiment un inconnu, quoi, on va dire. Donc, on a vécu un petit peu de temps à Poitiers ensemble, accompagné de sa fille, Laetitia, qui est venue vivre avec nous. Donc, à l'époque, elle avait 6-7 ans, quelque chose comme ça, 6 ans, je crois. Et donc, on est parti en Martinique. Et donc, en arrivant, Jean-Michel me dit, j'ai un souhait, c'est de monter un studio d'enregistrement. Je lui dis, écoute, moi, je ne vais pas créer une entreprise pour l'instant. On ne va pas créer une entreprise, il faut que je regarde ce qui se passe, parce que mes 2 petits pieds sont sur terre quand même. Il faut que je vois comment on travaille en Martinique, comment ça se passe, le milieu du travail et tout ça, puisque bon, pour embaucher des gens et tout ça, il fallait que je connaisse les mentalités. Bon, c'est vrai que j'ai été très entourée pour connaître la Martinique et les Antilles, non seulement par Jean-Michel, bien sûr, mais également par Tony Delcham et sa femme, et d'autres amis, enfin, il y a d'autres personnes également, mais enfin, en particulier eux, quoi, voilà. Marc Ali et sa femme également, enfin. Et donc, voilà, donc moi j'ai travaillé en tant que gérante des employés et de l'entreprise, donc chez un traiteur, et donc vraiment un autre domaine. Pendant presque un an, quoi. Et au bout d'un an, j'ai dit à Jean-Michel, bon, voilà, je connais maintenant un petit peu les us et coutumes, comment fonctionne un petit peu le monde du travail, donc je veux bien qu'on monte l'entreprise. Donc, connaissant Jean-Michel, il a dû, pendant cette année-là, vous demander tout le temps, on y va, on y va, on y va. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, on ne pouvait pas faire, on était l'alter ego, quoi. Bien souvent, pendant des années, je me suis dit c'est mon mentor, parce que on avait quand même 13 ans de différence, quoi. Donc souvent, on pense que c'est son mentor quand il y a aussi la différence. Et donc tout compte fait, je me suis dit bon. Voilà, donc lui, il a quand même plus le côté artistique et tout ça. Et moi, bon, j'ai donc une formation de comptable. Donc gestionnaire. De gestionnaire. Donc c'était très bien, il y avait voilà, les deux réunis, quoi. Donc c'est Franck Donatien qui nous a aidés à monter le studio au départ. Donc on a fait ça à Clairières, voilà, on avait un petit 16 pistes au départ, après on a rasé le bâtiment, on a monté
un 24 pistes et un 48 pistes. Voilà. Je ne sais pas si ça parle aux gens, hein, le nombre de pistes, mais bon, en tous les cas, pour enregistrer une batterie, par exemple, dans un studio d'enregistrement, on peut utiliser 10 pistes. Une piste pour la grosse caisse, une piste pour le... etc., etc. Et en fonction de ça, bien sûr, on mixe les instruments, quoi. Voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup en fait, de personnes dans ce secteur? Non, alors Jackie Nayaradou venait d'arrêter. Donc il y avait Georges Debs qui, lui... parce que quand on est arrivé, on avait produit un album d'une Guyanaise, Josimas. Et donc, on a sorti cet album en même temps que The Class et Seul médicament non need de Kassav. Donc, c'était un petit peu foutu, quoi, quand même, par rapport à un grand titre comme ça. Et donc, un album même, hein, parce qu'il n'y a pas que ce titre-là sur cet album. Et donc, bon, alors c'est vrai que nous, on faisait de la location et de la production, quoi. Hein. Donc après, on a fait on a un album avec Franck Donatien, on a fait Pipo et Marlène chantent Fernand Donatien, et après on a fait Max Sensé, La Route Champflore, dans un registre donc plus traditionnel. Et donc c'est vrai que le registre traditionnel, en tous les cas, je crois qu'il... Bon, il y a beaucoup, on en a fait beaucoup, quoi. Hein, et ça, j'en suis fière. Des chansons qui restent indémodables en plus. Tout à fait, tout à fait. À aujourd'hui, bon, aussi bien en Angleterre, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, enfin, je fais des remixes de ces titres-là, mais donc avec la musique traditionnelle, pas forcément avec le zouk, quoi. Voilà. Donc à l'époque, Jean-Michel, il a ce rêve-là, il revient au pays natal. Voilà. Il embarque finalement... il embarque une petite jeune fille. Une petite jeune fille qui le suit. Qui le suit, voilà. Alors, je suis repartie quand même 2 mois après en me disant... je suis pas trop habituée à me faire servir chez ta mère, là, de servantes à l'époque. Hein. On n'employait pas le mot femme de ménage, etc. C'était des servantes. Ça me faisait un peu bizarre. C'était un domaine... je ne connaissais pas du tout, quoi. Hein, Et donc, je suis partie 2 mois. Et Jean-Michel m'a dit « Mais non, il faut que tu reviennes, etc., etc. » Et sa grand-mère donc, nous a passé la maison qui est devenue le bureau d'Hibiscus Records, voilà, et notre habitation. Donc Laetitia, sa fille venait pour les vacances et on a eu une fille après, bien longtemps après, puisque j'avais 34 ans quand j'ai eu Jessica. Voilà. D'accord. Et donc, pour revenir à donc l'implantation du studio, les relations avec Jojo Debs, ça donnait quoi? Jojo nous invitait. Bon, il invitait tout le monde. Il sortait le champagne, il faisait... Voilà. Puis bon, il était fier de nous montrer, en effet, qu'il avait certainement plus de succès que nous. Mais bon, je pense que, bon, après, voilà, on n'avait pas de honte à avoir par rapport, puisqu'on était dans un autre registre, quoi. Hein, et puis après, bon, bien sûr, il y a eu Quack, il y a eu, etc., etc. Il y a eu Kali aussi, hein, qui était pas un des moindres, quoi. Hein. Moi, j'ai eu quand même le sentiment d'avoir croisé dans ma vie de producteur, qui n'est pas terminée, hein, mais bon, disons que je travaille beaucoup moins, je travaille plus avec les artistes, mais je travaille leurs œuvres, hein, et donc j'en suis fière, quoi, d'avoir fait ce métier, ça c'est sûr. Mais justement, donc entre 83 et 2007, donc vous avez enregistré de nombreux artistes. Est-ce que Jean-Michel vous a transmis sa passion pour la musique? Ah oui, mais complètement. On peut pas faire ce métier si on n'est pas passionné. Je ne vois pas quelqu'un faire ce métier sans la passion.
Ce n'est pas possible. Alors, je ne suis pas une passionnée de gestion, hein. Bon, j'aime en effet les choses, je suis assez rigoureuse, etc. Mais j'écoute de la musique tous les soirs, quoi. Ça, c'est sûr. Mhm. Donc, après le décès de Jean-Michel en 2008, vous avez quand même tenté de maintenir l'entreprise. Vous avez été contrainte d'arrêter un certain nombre de choses, la vente de CD. Oui. Alors, il y a deux choses, hein. Donc, il y a la vente, le décès du CD, du support CD, donc qui a été remplacé par le streaming, le téléchargement, le streaming, etc. Donc, il fallait en effet que... Quand Jean-Michel est décédé, bon, il y a des amis qui sont venus de Métropole et qui m'ont dit « Marie-Hélène, ce n'est pas ton métier. Tu es avec Jean-Michel, vous êtes tous les deux, mais toute seule, tu n'arriveras pas. Tu n'es pas directeur artistique. » J'en avais totalement conscience, mais c'était très difficile de me séparer du matériel. Donc il y a un ingénieur qui a acheté une partie du matériel, et l'autre partie, le lendemain matin, je leur ai dit « Bon, allez, on y va. On enlève tout le matériel du studio. » Et donc, ils ont tout mis dans un container. On a tout vendu en France, quoi. Voilà, quoi. Tout le matériel a été vendu en France, quasiment. Et comment vous avez vécu cette étape? Ça a été très dur. Ça a été très, très dur. Mais d'un autre côté, je me suis dit, bon, voilà, une page de tournée de la production, en tous les cas. Je savais qu'il fallait que je gère le catalogue, hein, la distribution, puisque ça ne s'est pas arrêté tout de suite. J'ai arrêté la distribution du support CD en 2017. Donc, il y a eu quelques années après. Et l'arrêt des employés aussi, l'arrêt des magasins, alors au Canada. Montréal et Paris? Eh oui, Montréal, Paris, l'aéroport, etc., etc., la Guadeloupe. J'ai également pas un magasin, mais un bureau en Guadeloupe. Donc, au fur et à mesure, entre 2007 et 2010, j'ai fermé tout, quoi. J'ai fermé tout, puisque ça ne servait plus à rien. Je me rappelle, le président de la Chambre de commerce de la Martinique m'a dit « Madame, quand on est commerçante, il faut savoir se remettre en question. » Alors, ça m'a fait mal aussi. Ce sont des choses qui blessent. Mais tout compte fait, on se remet en question. Puis on se dit, bah oui, tu vas pas garder un magasin où tu vends plus de disques et ça sert juste à payer les salaires, quoi. C'est tout. Et avec le recul, nous sommes en 2022. Est-ce que vous auriez fait des choses différemment? Ben, on ne peut pas les faire, c'est le progrès qui les fait faire comme ça, hein. Peut-être que dans 10 ans, on va peut-être voir un nouveau support surgir. Bon, ça restera forcément dans le domaine avec Internet et tout ça, quoi, hein, mais je ne sais pas, peut-être, je suis là, en tous les cas, prête à l'accueillir. Tout à l'heure, oui. Et donc, en fait... non, je suis contente aussi d'avoir vécu toute la partie gestion des artistes, toute la psychologie, les peurs, les joies, le changement d'un artiste quand il vit son succès et quand il est très, très humble quand il démarre, quand il débute, et puis après, même avec nous, producteurs, alors que bon, on a l'impression que c'est nous qui avons aussi démarré avec eux, quoi, quand même. Et c'est vrai que, bon, voilà, quoi, l'humilité ne reste pas. Vous restez cependant proche de certains qui... Oui, il y en a qui passent me voir chez moi, hein, en toute amitié, bien sûr. Et bon, j'ai aussi connu de vrais artistes, quoi. Donc ça, c'est bien aussi. Qu'est-ce que vous entendez par vrai artiste? Eh bien, il y en a qui sont... Je vais prendre 2-3 noms comme ça, hein. Par exemple, Kali. Kali est un vrai artiste. C'est-à-dire que s'il n'avait pas Éric Andrieux pour le manager,
je pense que tout seul, ça serait difficile, quoi, hein, de manager sa carrière. Hein. Pas le côté artistique, hein, ça il sait le faire très très bien. Je prends Éric Vergal, par exemple. Éric Vergal, bon, on a un auteur-compositeur extraordinaire qui nous fait des mélodies extraordinaires, mais il faut qu'il soit entouré, certainement, hein, au niveau de sa carrière, quoi, hein, sinon... Et ça, l'artiste a du mal à l'accepter, quoi, je pense. Hein, qu'on a voulu peut-être leur dire, bon, il faut que tu t'habilles bien sur scène, tu peux pas aller sur scène avec juste un t-shirt comme ça. Alors, je pense qu'il y en a un qui a bien compris, c'est Tony Chasseur. Pour moi, c'est l'exemple de l'artiste qui a vraiment compris qu'il fallait qu'il soit sur scène, pas comme il était tous les jours, voilà, quoi. Quand il monte sur scène, il est quelqu'un d'autre, quoi. Et ça, c'est agréable. Et est-ce que vous les considériez un peu comme vos enfants? J'aurais voulu, moi. J'aurais voulu, mais il y a eu un rapport, il y avait forcément un rapport employeur-employé. Et ça, c'est triste parce que c'est son sentiment que j'ai à aujourd'hui, c'est que souvent, quand on leur disait quelque chose, quand on leur conseillait quelque chose, les artistes, on avait l'impression qu'ils nous regardaient en disant « mais tu crois qu'on ne sait pas faire ça et puis ceci ». Enfin bon, il y avait toujours... Mais ouais, ça c'est un peu dommage, alors que normalement c'est une coalition, c'est une symbiose pour faire l'amalgame, pour qu'on réussisse toute la vie artistique, voilà, quoi. Et ça, je m'en suis aperçue tardivement, même on va dire après 2008, quoi. Hein, peut-être que Jean-Michel s'en occupait aussi, mais moi je m'en suis aperçue tardivement. Pour revenir à la Marilène petite, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait un peu de psychologie pour les artistes, donc j'ai su que vous souhaitiez en fait devenir psychologue. Ah oui, tout à fait. D'où ça vous venait cette envie? Alors, j'ai toujours été à l'écoute des gens. J'ai toujours été à l'écoute des gens. Mes sœurs, qui étaient plus grandes, se confiaient à moi. Enfin bon, on a 6 ans de différence. Et elles sont jumelles. Hein, donc, et c'était, je veux dire que c'est moi qui les conseillais, quoi. Hein, donc, je pense que dans la famille, en tous les cas, c'était moi la plus sage. Donc, quand on est sage, apparemment, on nous écoute. En même temps, vous êtes aventurière, vous avez suivi quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Oui, oui. Mais vos parents en ont pensé quoi? Ah ben, ils ont pleuré. C'est normal. Moi, bon, en tant que maman, je pense que j'aurais fait la même chose. Oui, bah oui, c'était une grande aventure, en plus à 8000 km, dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, parce que bon, ils n'ont pas voyagé tant que ça, peut-être à part venir me voir en Martinique bien souvent. Mais oui, j'étais un peu une rebelle, quoi, on va dire, hein, dans la famille. En y regardant un peu Jessica, elle a pris de votre côté. Oui. Ce côté aventurier. Tout à fait. Ah oui, oui. Elle prend des risques dans tout. Elle conduit une moto. Voilà, oui, oui. Elle a ce côté aventurière. Ouais. Avec les pays. Elle a voyagé. Elle est allée 1 an en Australie, 1 an en Belgique. Enfin, tout en faisant sa thèse et tout ça, quoi. Mais et là, donc, elle vit à Marseille, mais elle voyage tout le temps. Tout le temps, ouais. Voilà. Pour revenir un peu au couple Delcham, donc, ouais. Qui sont des amis tout à fait. depuis fort longtemps. On a appelé un peu vous étiez toujours à 4. Très peu de personnes savent quand même que Tony Delcham, de son vrai nom, André Pétricien, était le plus jeune organisateur de spectacles de Lille. Il avait 16 ans
donc, quand il avait commencé. Est-ce que pour vous... Il était peut-être un petit peu plus âgé, hein, Ouais. parce qu'il est un peu plus âgé que Jean-Michel. Est-ce que c'est ceux qui vous reliaient un peu avec Jean? C'est-à-dire que bon, quand je suis arrivée en Martinique, Jean-Michel a repris contact avec ses anciens camarades, hein, on va dire, Bernard Lapierre, Marc Ali, Tony Delcham, les gens avec qui il faisait de la musique quand il avait 15-16 ans, quoi, hein, puisque son grand-père l'a envoyé en France en internat, finir ses études, des études de commerce. Voilà, et donc... parce que pour lui, c'était pas possible d'être artiste aussi. Ben, le grand-père, bon, Jean-Michel aussi était quelqu'un d'un petit peu marginal, donc on l'a connu avec une petite queue de cheval et tout ça, mais bon, ça lui est arrivé pratiquement de marcher pieds nus dans les rues de Fort-de-France. La famille de Rogatis, il n'était pas question qu'on voit le petit-fils marcher pieds nus, quoi. Donc voilà, ça a été quelque chose où il fallait remettre les pendules à l'heure. Et donc on parlait effectivement du couple. Alors, Tony et Nicole, voilà, donc on a eu différentes étapes comme ça. Souvent, je pense à ça. Donc, ça a été, bon, Tony et Nicole, oui, de toute façon, c'est évident. Très souvent à la maison. Ils ont même vécu à un moment donné avec nous parce qu'ils étaient en train de faire construire une maison et que leur maison n'était pas finie, qu'ils avaient donné congé à leur propriétaire. Bon, je crois avoir lu pratiquement tous les livres de Tony avant qu'ils ne sortent, quoi, hein, voilà. Et c'était... Ouais, Tony et Nicole, ce sont nos confidences, c'est évident. C'était important. Bien sûr que c'est important d'avoir des confidents et des amis, c'est important. Et quel regard vous portez sur la production musicale d'aujourd'hui? Malheureusement, je ne l'aime pas du tout, donc je l'écoute pratiquement plus. Bon, je suis contente d'aller dans des concerts, mais nos artistes n'ont pas de moyens, hein, n'ont pas de directeur artistique non plus. Il n'y en a pas, je n'en connais pas en tous les cas. Et je trouve que c'est dommage qu'on puisse sortir des sons, puisque ce sont quasiment plus des supports CD. Hein, et bon, voilà, ça ne se vend plus, ça ne s'utilise plus. Et qu'on ne puisse pas dire à l'artiste, mais attends, tu veux pas reprendre là, c'est faux, donc il faut recommencer jusqu'à temps que ça soit bien, quoi. Hein. Et puis dans les paroles, dans les sons, enfin bon, moi je ne peux pas, mon oreille ne peut pas, je ne peux pas. C'est vrai que c'est un coût, hein, de refaire 10 fois le titre, hein, en studio et de prendre son temps, mais c'est indispensable pour un jeune aujourd'hui, s'il ne montre pas qu'il est capable de faire quelque chose de parfait. Pour moi, non, ce n'est pas possible de sortir un son. Bon, alors après, je parle localement, hein, bien sûr. Hein, je pense que c'est de ça qu'on parle. Et j'arrive pas à l'écouter, cette musique. Voilà. Un peu de nostalgie aussi? Non, moi je vis au présent. Non, je ne suis pas... Enfin bon, bien sûr, on est toujours en admiration de ce qu'on a fait avant et tout ça, c'est tout à fait normal. Mais je ne vis pas non, dans la nostalgie et tout ça, c'est pas moi ça. Est-ce que vous pensez qu'on a suffisamment reconnu le travail que vous avez effectué avec Jean-Michel? Non, pas du tout. Alors là, je peux en parler. Je peux en parler. Je suis là. Non, moi, actuellement, je suis en train de faire un Instagram, justement, sur Hibiscus Records, de façon à ce qu'on puisse connaître le travail que nous avons fait. Et c'est important que nos jeunes aient
leur racine, c'est la musique, quoi. Hein. Sans la musique, voilà, quoi. Si les gens ne connaissent pas ce qui a été produit on va dire, dans les 40 années là, je pense que c'est indispensable. Comme on lirait des livres d'il y a même 100 ans, enfin voilà, un siècle, quoi. Donc je pense que c'est... Et ça, j'en ai parlé une fois, je suis allée voir des politiciens en leur disant, mais attendez, on n'a pas de discothèque, on n'a pas les vinyles de tous les producteurs de 40 ans, quoi. Je veux dire, si je meurs demain, on ne saura même pas qu'est-ce que j'ai produit. Bon, on peut faire des recherches, hein, bien évidemment, mais les recherches n'ont pas tout donné. J'ai gardé enfin j'ai tout archivé, hein, les bandes, les musiques, les photos, enfin j'ai tout. Donc avec mon Instagram, je pense que je vais faire du bon travail et bon, ça me plaît, ça m'amuse. Et peut-être d'autres projets par rapport à ça? Bon, disons que moi je navigue un petit peu à vue, hein. Je ne suis pas à faire des projets à long terme. Là pour l'instant, donc j'ai fait une formation de community manager. Donc je vais faire en sorte que les gens retrouvent leur son, qu'ils savent peut-être pas où trouver, etc. Bon, très facile de trouver des sons maintenant, mais bon, peut-être qu'ils ne savent pas non plus. Les médias n'ont pas facilité non plus sur un album, on connaît peut-être un titre des fois. Mais bon, il y a d'autres titres qui sont passés inaperçus, donc je pense que c'est bien qu'on connaisse. Puis les auteurs, les compositeurs, il y a les musiciens, enfin il y a beaucoup de gens à faire connaître. Et qu'est-ce qu'il nous faudra maintenant par rapport à, en fait, justement au passé, à l'analyse que vous faites sur votre histoire, en fait, votre vécu de productrice? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ceux qui s'installent, ceux qui veulent donner quelque chose de qualité et qui restent ancrés dans les mémoires? Il faut plus de moyens. Il faut plus de moyens parce que bon, j'imagine un jeune de 20 ans hein, ou 25 ans qui veut donc produire une musique. S'il n'a pas un budget qui lui permet de rester en studio, comme je disais tout à l'heure, pour refaire des chœurs qui soient des vrais chœurs ou pour poser sa voix convenablement, etc., il n'y arrivera pas. Et puis, il faut qu'il ait la promotion, il faut qu'il soit... oui, il faut que sa musique soit promotionnée. Bon, des supports, il y en a, hein, je pense que ça ne manque pas. Mais si ce n'est pas de qualité, il aura du mal, justement, à se faire accepter par les médias, quoi. Et je pense que ça, c'est important. Je pense qu'on peut... Parce que les jeunes, ils font des albums. Pourquoi aujourd'hui? Pour monter sur une scène. Pour se dire, tiens, je sais chanter, tiens, je sais danser, je sais... Enfin, voilà, tout ce qui est artistique. Mais si c'est pas de qualité, le pauvre, il va jamais monter sur scène. Et c'est dommage, parce que c'est comme ça qu'on se lance, quoi. En même temps, il y a des choses qui sortent et qui fonctionnent parce qu'il y a tellement de buzz dessus avec les nouvelles technologies. Oui, les médias sont là aussi, bien sûr. Mais je pense que si c'est pas de qualité, un média aura du mal quand même à le promotionner. Et quel regard vous portez sur la Martinique? Parce que vous auriez pu repartir à Poitiers, et vous êtes resté. Non, moi j'aime profondément la Martinique, j'aime profondément les us et coutumes, je les ai adoptés, je les pratique. Et je pense sincèrement, quand je vais en France, je ne me reconnais pas, quoi. Hein, c'est vrai que je suis profondément ancrée dans ces us et coutumes, profondément. Et je pense que
Ça serait difficile pour moi. J'ai déjà pensé, mais bon, ça, bien sûr, je voyage, hein, j'en profite puisque j'ai jamais pris de vacances quasiment toute ma vie, quoi. Hein. C'est maintenant que je peux aller me promener et visiter. Donc je le fais avec plaisir. Bon, bien sûr, bon, je connais la Caraïbe, mais toujours par le travail. Bon, je suis allée 2-3 fois à Haïti, invitée par des groupes haïtiens. Donc, toujours dans le cadre de mon travail, quoi, en fait. Hein. Et je pense que on a une gentillesse en Martinique, je dis on, voilà, parce que je suis dedans. Et on a une empathie, une gentillesse que n'ont pas les Français, quoi. Voilà. Les Français? Oui, les Français. D'accord. Parce que les Martiniquais, ce ne sont pas des Français. Oui, on est soi-disant des Français. Ouais. Ouais. Mais bon, quand on vit en Martinique, si on dit je suis en France, la personne qui arrive là aujourd'hui, je pense qu'elle repartira au bout de 3 mois. Ça, c'est sûr. On arrive bientôt au terme de notre entretien, Marilène. Oui. Est-ce que vous pourriez nous raconter 2 situations, 2 images qui vous viennent en parlant, en pensant à Jean-Michel et à cette formidable aventure que vous avez vécue ensemble? Alors, Jean-Michel, c'était un compagnon de vie, un ami, un confident, un amant, bien sûr. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas, je souhaite à toutes les femmes d'avoir connu cela, quoi, ou de le connaître. Et c'est vrai que c'est avec le petit côté marginal, quoi. Hein, bon, alors, une situation, c'est peut-être en effet, quand on a fait c'était peut-être toujours au niveau du travail et puis la naissance de ma fille, hein, c'est évident, hein, ça a été un grand jour. Et au niveau du travail aussi, quand on nous a annoncé que Cali allait représenter à l'Eurovision la France, voilà, quoi, c'est une chose extraordinaire. Et puis, le fait d'être, on va dire, Laetitia, sa fille, qui a eu une fille, et ça, c'est pour moi, c'est un réel bonheur, quoi. Voilà. Je ne suis pas grand-mère, parce que c'est ma belle-fille. Je ne suis pas forcément grand-mère, voilà. Mais je sais que je ne pourrais pas ne pas la voir, quoi. Voilà. Et Laetitia et ma petite fille, entre guillemets, quoi. Et l'aventure Couac? L'aventure Couac, ouais, c'est dommage qu'ils aient arrêté, quoi. Moi, j'ai de la peine pour eux, hein. J'ai pas de peine pour moi. Mais je trouve ça bien dommage, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ils continuent, ils font de la musique, voilà, mais ils vivent avec le passé. Et moi, je ne suis pas dans le passé. Merci en tout cas pour ce témoignage, Marilène. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? De trouver à aujourd'hui, donc c'est vrai que j'ai plus Hibiscus, donc les gens j'ai plus de bureau, donc les gens ne frappent pas à ma porte, c'est moi qui dois aller frapper à la porte des gens. Et donc je suis je suis plus, on va dire, dans un contexte où je vais chercher mon bien-être. Voilà, c'est important. D'accord. Voilà. Donc on vous souhaite plein de bonnes choses et merci. Plein de bien-être alors. Merci Karina. Merci Marilène.